Comme chaque semaine, Isabelle se lance dans une chasse un peu particulière. Traquer les objets inutiles qui encombrent son salon. Et la première cible, c'est son meuble de DVD. Il est plein à craquer, Isabelle doit faire un tri. Celle-là, je l'avais commencé, je n'ai pas du tout aimé, donc ça vaut pas le coup de la garder. J'ai tendance à en garder pas mal, mais celle-là, je ne vois pas trop l'intérêt. Et le ménage continue avec cette console de jeu qui n'a jamais servi et qui commence à prendre la poussière. Donc là, Isabelle, pourquoi est-ce que vous vous débarrassez de cette console? Alors là, oui, parce qu'on me l'a offert. Mon ami me l'a offert à Noël et je l'utilise pas du tout. Et ces objets, Isabelle ne va pas les jeter, elle va les revendre. Pour ça, direction la zone commerciale de Melun, en banlieue parisienne, à 10 minutes de chez elle. La jeune femme y connaît une bonne adresse, un magasin d'un genre à part. Ici, on peut acheter des objets d'occasion, mais surtout venir vendre ce dont on ne se sert plus. Et ça se passe juste derrière ce comptoir. Bonjour, ça va bien? Ça va. Depuis le temps? Ouais. Oh. Plein de trucs avant. Isabelle est une habituée du magasin. Elle sait qu'ici, il faut négocier. Pour sa console de jeu et ses 3 DVD, elle voudrait 150 €, mais l'acheteur va lui en proposer beaucoup moins. J'arrive à 107. Isabelle est prête à faire un petit effort. 135, elle. 130? Ouais, elle est 130, ça marche. 130? Ouais. 130 € payés cash. Et 50 qu'il nous faut 130. De l'argent vite gagné pour Isabelle. Bonne journée, au revoir. Merci, à bientôt. De l'argent qu'elle va d'ailleurs s'empresser de dépenser dans le même magasin. Grâce à son petit pécule, Isabelle rachète un jeu vidéo de deuxième main. Là. Acheter et vendre d'occasion, un concept qui fait de plus en plus d'adeptes. Aujourd'hui, tout se vend et s'achète d'occasion. C'est même devenu un véritable phénomène de société. Près d'1 Français sur 2 pratique ce nouveau mode de consommation. Matériel de bricolage, électroménager, ordinateur, mais aussi bijoux. Tous ces produits ont désormais une deuxième vie. Ils sont vendus 50% moins cher que le neuf, dans des enseignes spécialisées en occasion comme Cash Converter, Cash Express, Easy Cash. Leur slogan, transformez vos objets en cash. Ce marché de 6 milliards d'euros attise toutes les convoitises. Des sites internet spécialisés dans l'occasion ont aussi fait leur apparition. Ils gèrent désormais tous les jours des millions de transactions entre internautes. Mais dans ce grand marché de l'occasion, le consommateur est-il vraiment gagnant? Y a-t-il des pièges à éviter? Enquête sur les méthodes des nouveaux rois de l'occasion. Aujourd'hui, le commerce de l'occasion n'est pas une histoire de brocanteurs, mais celle d'hommes d'affaires très aguerris. Et le grand patron du secteur, c'est lui, Roger Bey. Ce Catalan règne sur la plus grosse chaîne de magasins d'occasion en France, Cash Express, au total 66 boutiques. Aujourd'hui, il ouvre enfin son premier magasin dans les Cévennes, à Alès. Et comme toujours, Roger Bey veut absolument arriver avant les premiers clients. Bonjour. Il est 9h30, le magasin doit ouvrir dans une demi-heure et le patron est très attendu. Bonjour. Tout va bien? Alors on va être prêt? A priori, tout semble en place. 400 mètres carrés organisés comme un vrai supermarché de l'occasion. Des consoles de jeux, des cafetières, mais aussi des guitares. Tous ces produits sont présentés comme dans un commerce traditionnel. Vendre de l'occasion comme du neuf, c'est l'obsession de cet ancien cadre de la grande distribution. Alors avant l'ouverture, il se livre toujours à une petite inspection. Et ça commence par ce qui se vend le mieux, les portables. Non, mais c'est pas un souci. Ça. Donc là, on a une gamme assez étendue, c'est très bien. Donc voilà, un P3, c'est très bien. Tous les produits high-tech, les garder toujours près de la caisse. Hein. André, le directeur du magasin, a mis ses portables à l'entrée de la boutique. Un bon point pour lui. Mais ça va se gâter devant les DVD. Un détail fait tiquer le grand patron. Il y a trop de vide. Il ne faut pas éviter à faire du facing. Hein. D'accord. Il faut éviter ces trous. Hein. Comme dans une grande surface, les rayons doivent être remplis au maximum. Mais il faut aussi les mettre en valeur. Et du côté des télés, ce n'est pas vraiment le cas. André a négligé un point crucial. On a beaucoup de téléviseurs, hein. Maximum de téléviseurs allumés. Hein. Là? Ah oui. Sur les cathodiques aussi? Tout. L'objectif, c'est quoi? On met les téléviseurs au fond du magasin pour créer un grand mur d'écran. Donc, il faut que ces écrans soient animés et soient allumés. C'est vendeur.
quand un téléviseur est éteint, on pénalise la vente. L'inspection est terminée. On y est ? Le magasin est maintenant en ordre pour ouvrir ses portes. Il est à peine 10 heures et il y a déjà une dizaine de clients impatients d'entrer. Nous sommes heureux de vous accueillir. Des clients qui savent exactement ce qu'ils cherchent. Lui est venu dénicher du matériel hi-fi à petit prix. Je fais ça tout le temps. Je suis un amateur de vieux matériel. Cette dame, elle, a trouvé cette pile de jeux de société pour 34 €. Pour l'instant, j'achète pour... j'ai ouvert un gîte et donc je mets des choses pour que ça soit plus sympa, quoi. Aujourd'hui, de plus en plus de Français refusent le tout jetable et cherchent à donner une seconde vie à des objets normalement destinés à la casse. Le principe séduit désormais les classes moyennes. Elles sont même devenues les premières clientes de ces magasins d'occasion. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au départ, le marché de l'occasion était destiné à ceux qui avaient des problèmes d'argent. Et tout a commencé à l'autre bout de la planète, en Australie. Nous sommes en 1984. À l'époque, le pays traverse une passe difficile. Le chômage explose. Dans ce contexte, deux frères, Brian et Peter Cummins, vont avoir une idée. Lancer des magasins de crise, des magasins spécialisés dans l'occasion. Le principe, les clients viennent vendre leurs vieux objets contre du cash et en racheter d'autres. Les deux frères vont baptiser leur enseigne Cash Converter. Et très vite, le concept s'exporte dans le monde entier. En 1994, la chaîne australienne débarque en France. Le succès est immédiat. Mais 15 ans après, elle n'est plus seule sur le marché français. Des chaînes concurrentes sont apparues. Parmi elles, Cash Express, l'enseigne de Roger Bey. Nous sommes à Aix-en-Provence, au siège de l'entreprise. Depuis qu'il a monté sa boîte il y a 10 ans, Roger Bey a un objectif, sortir de l'image du magasin du pauvre pour attirer les classes moyennes. Pour ça, il va multiplier les campagnes de pub. On essaye donc d'amener le consommateur à cet acte de vendre les produits de façon naturelle, sans qu'il ressente de la culpabilité. Vendre pour empocher du cash, le message est martelé sur toutes les pubs de Roger Bey. Car ce patron s'adresse d'abord à ceux qui veulent se débarrasser de leurs objets. Il a besoin d'eux pour approvisionner ses magasins. Alors il leur fait miroiter de bonnes affaires. Alors 1000 balles sans rien faire, des ronds toute l'année, c'est dans le même style, effectivement, le même état d'esprit. Roger Bey a compris l'essentiel. Dans ce business ultra concurrentiel, le nerf de la guerre, c'est avoir du stock, un maximum de stock. Dans ce commerce de l'occasion, pour s'approvisionner, les magasins doivent négocier avec des fournisseurs un peu spéciaux, les particuliers. Sartrouville, une petite ville à l'ouest de Paris. C'est ici qu'est installée la plus ancienne des chaînes d'occasion, Cash Converter. Dans ce magasin, on vend plus de 10 000 objets d'occasion, la plupart achetés à des particuliers. Et c'est Samy qui s'en charge. Pas jugé vendu. Son domaine, un petit comptoir à l'écart du magasin. Même pas, je peux faire 10 €. Son boulot, acheter un maximum de marchandises aux particuliers. Et aujourd'hui, le travail ne manque pas. Dans cette salle d'attente, une dizaine de personnes patientent. Chaque jour, Samy voit passer entre ses mains des dizaines d'objets. Aspirateurs, claviers d'ordinateur, mais aussi des DVD. Et voilà, 7 €. Allez, merci, bonne journée. Et à chaque fois, il n'a que quelques minutes pour en évaluer le prix. Il y a 2 téléphones. 3 téléphones, pardon. Pour commencer, Samy va inspecter chaque téléphone. Et le premier à être ausculté, c'est ce Nokia. Pour être sûr qu'il fonctionne bien, il va lui faire subir un petit test très simple. Passer un appel. En attendant, j'ai vite fait les tester. C'est Samy, c'est juste pour savoir, tu m'entends bien? Ah, ok. Et toi, ok. Merci beaucoup. Je donne tout simplement un coup de téléphone, voir si le téléphone fonctionne bien, puis après, ensuite, je prends une photo. Apparemment, le test est concluant, mais pour Samy, le plus délicat reste à faire. Apprécier le prix de ce téléphone, acheté il y a 2 ans, 300 €. Et pour ça, il a quelques trucs. Le premier, c'est une énorme base de données commune au magasin de l'enseigne.
Sur son ordinateur, d'un seul coup d'œil, il a donc toutes les informations sur ce modèle. Donc là, je sais que je l'ai acheté à 60 € il y a 2 mois. 60 €, c'est donc le prix d'achat de ce téléphone ces 2 derniers mois. Mais Samy va tenter un petit coup, l'acheter moins cher. Et pour ça, il a un argument tout trouvé. Voilà, en fait, j'ai pas mal de stock en téléphone, je pourrais t'en trouver 50 € celui-là. C'est bon pour vous? 50 €, c'est un prix qui vous convient? Ouais, bah oui. Ça le fait. De toute façon, j'en attendais pas plus. Le client est un peu résigné, mais Samy, lui, a fait une bonne affaire. Ce téléphone, racheté 50 €, sera revendu en magasin 99 €, le double du prix d'achat. Allez, bon courage. Merci bien. Mais le problème, c'est que les produits qu'apportent les particuliers ne sont pas forcément ceux qui sont le plus recherchés par les clients, comme ces réfrigérateurs américains, ces écrans plats ou encore ces ordinateurs portables. Alors, ces enseignes doivent trouver d'autres filières qui n'ont rien à voir avec le particulier. Ce lundi matin, Steve, le directeur du magasin, fait le tour des rayons pour contrôler les stocks. Et du côté de l'informatique, il y a une urgence. Par exemple, là, tu vas jouer sur le... La semaine commence et il n'y a plus qu'un seul ordinateur portable à vendre. Pas des trucs de folie, quoi. Surtout les PC portables. Ça se vend extrêmement bien, c'est super dur à rentrer d'occasion. Alors, pour faire face à cette pénurie, Steve va déclencher son plan de secours. Il nous reste un portable et je pense qu'on va être obligé de faire de l'appel de stock. Dans leur jargon, un appel de stock, c'est une commande passée auprès d'un professionnel. Régulièrement, les enseignes de l'occasion font appel à des fournisseurs, comme dans n'importe quel commerce traditionnel. Et pour faire son marché, Steve n'a qu'à décrocher son téléphone. Bah dis-moi, je t'appelle parce que j'ai besoin de passer une petite commande chez toi. À l'autre bout du fil, un grossiste de l'occasion. Ce jour-là, Steve va lui commander une quinzaine d'ordinateurs. Au revoir, Bruno. Ciao. Comme dans la grande distribution, il faut aller vite pour éviter les ruptures de stock. 3 jours après la commande, la marchandise de Steve est déjà là. J'ai une palette de PC. Dans ce carton, 5 portables et 10 unités centrales qui ont déjà servi. Ils proviennent de parcs informatiques de grandes entreprises. C'est de l'eau qu'on a eu pour pas trop cher, c'est vraiment ce que nous on vend le mieux. En rayon, ces PC achetés 128 € seront revendus le double, près de 250 €. Ils seraient exposés comme ça au magasin. Et pour rassurer le client, le magasin va même jusqu'à garantir ces objets d'occasion. Une garantie comme dans le neuf, ou presque. Elle ne dure que 3 mois. Et lorsque les produits sont en panne, ils sont rarement réparés. C'est trop coûteux. Ok, nickel. En général, le magasin propose plutôt aux clients de le rembourser et, si possible, en bon d'achat. Faire un avoir au consommateur, un moyen imparable pour l'obliger à revenir. Au final, vendre des objets de deuxième main est une bonne affaire. Tout frais déduit, chaque boutique génère 8 à 10% de marge. Mais dans l'occasion, il y a un business encore plus rentable, qui ne nécessite ni magasin, ni stock, et ça se passe sur Internet. Depuis quelques années, les sites d'occasion explosent sur la toile. eBay, Price Minister, Viva Street, Le Bon Coin. Des supermarchés virtuels où s'échangent des millions d'objets de deuxième main et qui attirent toujours plus d'internautes en quête de bons plans. Un petit coin de campagne, à Neuvilly, en Bourgogne. Nous sommes chez Didier Hanoc. Depuis 4 ans, ce chauffeur routier a trouvé un bon filon pour faire des économies. Il ne fréquente presque plus les magasins. Chez lui, quasiment tout est de l'occasion, acheté sur Internet. J'ai acheté ce buffet, je l'ai repatiné, j'ai enlevé les rayures, j'ai acheté la commode qui était délabrée. Et pour dénicher ces objets, Didier passe des heures devant son ordinateur à fouiner sur les sites d'occasion. Tous les jours, vous y allez? Ah ouais, matin et soir, ouais. Le soir, des fois, c'est qu'il y a 2 h du matin. Et si Didier y passe autant de temps, c'est qu'il y a... Il y a quelques jours, Didier a dégoté un canapé en cuir sur Internet. Aujourd'hui, il va enfin le récupérer et c'est toute une organisation. Le rendez-vous est à une demi-heure de route de chez lui, à Chalon-sur-Saône, dans cet immeuble. C'est ici qu'habite la propriétaire du canapé. Bonjour madame.
Viens pour le canapé. Didier est immédiatement rassuré. Le canapé correspond bien à l'annonce. Maintenant, il va se livrer à une petite inspection. Et visiblement, il n'est pas déçu du voyage. Vous êtes satisfait du résultat? Ah bah oui, il est nickel. Hein. Vous voulez en acheter un neuf. Et les premiers prix en neuf, que le canapé, il faut compter 1 200 €. Moi je le paye 300, il me plaît. Tout va bien. Hein. Même si c'est d'occasion? Ah bah oui, bah, au contraire. C'est de l'occasion pour abîmer. Donc il n'y a pas de raison de prendre du neuf alors que pour pas cher, je trouve. Hein. 300 € pour un canapé en cuir, de l'argent donné de la main à la main, sans intermédiaire. C'est plus sympa que d'acheter en magasin? Ben, c'est plus sympa pour le portefeuille surtout. Acheter comme ça, moi je fais des économies tout le temps, quoi. Bah, merci beaucoup. Ah, je vous remercie. Payer moins cher en un simple clic, Merci. Au revoir. quitte à mouiller la chemise. Comme Didier, de plus en plus de Français sont séduits par ce concept. Impeccable. Le nôtre, il était temps qu'on change. Et pour attirer les clients comme Didier, sur la toile, tous les sites d'occasion se livrent une bataille féroce. Dans ce secteur très concurrentiel, un petit Français a réussi à tirer son épingle du jeu, Le Bon Coin. Un site gratuit qui propose en permanence 11 millions d'annonces. Derrière ce nom bien français se cache une petite entreprise aux méthodes très efficaces. Pour comprendre le succès du Bon Coin, il faut se rendre en plein cœur de Paris, dans le 1er arrondissement, au siège du site. Le fondateur, c'est lui, Olivier Ezac, un jeune patron de 36 ans. On se fait le stand-up? Il dirige cette petite équipe de 20 personnes, moyenne d'âge 30 ans. Tous les lundis, le patron les réunit pour fixer le programme de la semaine. Ici, pas de doute, on est bien dans une start-up informatique, au langage un peu technique. Objectif, petit point sur la mise en prod, enfin la mise en prod, non, la fin de l'itération. Bon, depuis sa création en 2006, l'entreprise a connu une progression fulgurante. Le nombre de visiteurs a doublé en moins d'un an pour atteindre les 2,5 millions de connexions par jour. Aujourd'hui, après à peine 4 ans d'existence, Le Bon Coin joue déjà dans la cour des grands et le patron n'en est pas peu fier. Le Bon Coin, c'est un des 3 mots les plus recherchés sur Google en France. Le premier étant Facebook, le deuxième étant YouTube, le troisième étant Le Bon Coin. Ce succès, Olivier Ezac l'a bâti sur une idée, la simplicité d'utilisation. La page d'accueil, cette banale carte de France bleue. Il suffit de cliquer sur une région, de taper le nom du produit que l'on recherche. Ce que je cherche, c'est une table de cuisine, par exemple. Et immédiatement, les annonces défilent. Ce concept apparemment tout bête, le patron français ne l'a pas inventé. Il l'a adapté d'un site internet qui cartonne en Suède, Blocket. Le design du Bon Coin, c'est le design hérité d'un notre grand frère suédois, Blocket. Et il y a une chose qui est claire avec le design suédois, c'est que c'est avant tout orienté vers l'usage et l'utilité du produit. Pour prendre une comparaison, les meubles Ikea, c'est pas les meubles les plus design au sens français du terme. En revanche, on en a tous chez nous parce que ça répond à un besoin. Et pour gagner de l'argent, Olivier Ezac a mis au point un stratagème très bien ficelé. Pour faire venir les clients sur son site, il met en avant un mot magique, gratuité. Ici, a priori, pas besoin de payer pour déposer une annonce. Mais pour se démarquer des millions d'autres offres, le site d'Olivier Ezac propose toute une série de petits services et cette fois, ce n'est pas gratuit. Aujourd'hui, ça passe par des options payantes qui donnent plus de visibilité aux annonces pour augmenter l'efficacité du site. Un logo urgent pour attirer l'œil, 4 €. Mettre son annonce dans un encadré pour la faire sortir du lot, 10 €. Des petits plus qui rapportent gros au site, plus de 7 millions d'euros par an. C'est même sa principale source de revenus, juste devant la publicité. Au total, l'année dernière, le chiffre d'affaires du Bon Coin a explosé. Il est passé de 5 à 18 millions d'euros. Un succès très rapide qui pose aujourd'hui quelques problèmes. Car si le site séduit des millions de Français, il attire aussi les escrocs, capables d'arnaquer même les internautes les plus avertis.
Une petite maison à Presles, à 30 km au nord de Paris. C'est ici que vit Romain, un mordu de jeux vidéo. Il en achète une dizaine par mois. Alors pour éviter de se ruiner, il se fournit uniquement sur des sites d'occasion. Là, si je prends toute ma pile de jeux, ça en fait un sacré paquet. Bon, je les aurais payés le prix normal, j'en aurais pas autant, mais bon. Jusqu'à présent, il n'avait jamais eu de problème. Mais le mois dernier, il répond à une annonce sur le Bon Coin. 2 jeux vidéo pour 65 €. En apparence, tout est normal. Pourtant, Romain va vite déchanter. J'ai envoyé donc, comme je vous disais, le chèque de 65 € donc à l'adresse du vendeur. Celui-ci a encaissé le chèque et je n'ai jamais reçu les jeux à ce jour. Romain va alors déposer plainte. Il va même chercher à savoir si l'escroc a fait d'autres victimes. Pour ça, il lance un appel à témoins sur le Bon Coin. Je vais vous montrer l'annonce. Je cherche actuellement d'autres personnes ayant eu la même mésaventure pour étoffer le dossier et l'envoyer au procureur de la République. Mon objectif est qu'il paye sa dette pour tous ses méfaits et au prix fort. Et à sa grande surprise, une vingtaine de victimes le contactent. Toutes ont été flouées pour des montants allant de 30 à 250 €. Romain avait pourtant alerté le site, mais à l'heure où nous le rencontrons, l'arnaqueur publie toujours de fausses annonces. Alors nous avons voulu savoir comment des escrocs pouvaient sévir plusieurs fois sur le même site, apparemment en toute impunité. Nous sommes donc retournés voir les responsables du Bon Coin. Ils ont accepté de nous en dire un peu plus sur leur système de contrôle. Pour ça, ils nous ont emmenés à 1600 km de Paris, au milieu de la Méditerranée. Malte, une île minuscule en face de la Sicile. C'est ici que le Bon Coin a choisi d'installer son QG informatique. Première surprise, sur cette plateforme, une cinquantaine de jeunes Français, comme Dominique. Tous ne sont là que pour quelques mois, et ils sont payés 30% moins cher qu'en France. Toute la journée, Dominique examine les annonces postées sur le site. En tout, 300 000 par jour. Alors pas question de chômer, il n'a que quelques secondes pour contrôler chacune d'elles. On regarde bien chaque photo, qu'il n'y ait pas de contenu choquant, raciste. Le titre, il faut qu'il soit compréhensible directement. Pierre, lui, a une autre mission plus délicate, traquer les fraudes. Quand un internaute lui signale une annonce douteuse, il l'examine à la loupe. Celle-ci, par exemple, propose une bague à un prix très alléchant. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré l'œil sur cette annonce ? Déjà le titre avec bague en or, jaune, 18 carats. Le prix seulement de 35 €. Et le texte un petit peu aussi. Qu'est-ce que dit le texte ? Enfin une bague qui en jette. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui attirent la suspicion sur cette annonce. Pierre n'hésite pas, l'annonce est immédiatement supprimée. Sur cette montre aussi, il y a un problème. Un modèle de luxe à 150 €, trop beau pour être vrai. Alors Pierre jette un petit coup d'œil au profil du vendeur, et là, la contrefaçon saute aux yeux. Il vendait plusieurs montres de luxe à des prix dérisoires. Et donc ça peut nous aider aussi pour déterminer si le produit est frauduleux ou pas. Pour la 3e fois ce mois-ci, Pierre va encore supprimer une annonce de montre contrefaite postée par le même escroc. Mais cela n'empêchera pas l'arnaqueur de revenir sur le site. Le système de contrôle a ses limites, c'est ce que reconnaît Théophile, le chef d'équipe de Pierre. Est-ce qu'il y a des cas où vous excluez des profils ? On ne peut pas exclure de profils sur le Bon Coin. C'est difficile de tout contrôler. Avec le volume d'annonces entrant tous les jours, environ 300 000 annonces, les agents étant spécialisés, on essaye de faire le maximum pour la qualité. Il arrive parfois que des annonces passent au travers de ces mailles. Plus de 2 millions d'utilisateurs chaque jour, aucune exclusion possible. Le Bon Coin ne peut pas empêcher tous les fraudeurs d'agir. Et le consommateur n'a aucun recours possible, car le Bon Coin, comme tous les autres sites de petites annonces, ne peut pas être tenu responsable en cas de problème.